Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, on va parler patrimoine avec Daniel Dailly. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, Daniel, auteur de ce livre consacré à la tour d'Ars, une tour située à Saint-Imier, tour du Moyen-Âge qui veille sur la vallée du Grésivaudan depuis environ 800 ans. À côté de vous, il est un petit peu plus jeune, Pablo Deini, 8 siècles, ça ferait un peu plus de rides sur le visage de ce jeune membre de l'association Kino Grenoble. Bienvenue. Bonjour. Kino Grenoble, on verra tout à l'heure, c'est une association qui organise un défi un peu particulier chaque mois pour les amateurs de court-métrage. En face de vous, Gilles Dechaffaux. Bonjour Gilles. Bonjour. Un des responsables de l'association Petits Frères des Pauvres qui est venu avec Barbara Guiton. Bonjour Barbara. Bonjour. Qui est une des bénévoles de cette association. Une association, Gilles, qui lutte depuis longtemps contre l'isolement des personnes âgées. Oui, absolument. Association non confessionnelle, je le précise tout de suite, et qui effectivement accompagne les personnes âgées à domicile ou dans des activités collectives. Plus de 50 ans, et puis il faut avoir plus de 50 ans, être isolé et être pauvre aussi, voilà. Alors, malheureusement, des gens isolés et pauvres, il y en a de plus en plus. Oui, il y en a de plus en plus, et malheureusement, le Covid les a encore plus éloignés. C'est pour ça qu'on veut faire un appel à tous ceux qui connaissent des gens isolés, que ce soit des voisins, que ce soit des travailleurs sociaux, que ce soit des aides à domicile, qui s'occupent. Voilà, nous on vient uniquement bénévolement pour discuter, parler avec les personnes isolées une fois par semaine, pendant un temps suffisant pour aller discuter, ou alors aller au café, ou alors aller au restaurant, pour les sortir un peu de leur isolement. Ça représente une personne sur 4, c'est ce que vous estimez à peu près en France, les gens qui sont un peu coupés de relations sociales? Oui, oui. Et sur l'ensemble de Grenoble, avec nos deux, Grenoble Nord et Grenoble Sud, on suit à peu près 120 personnes. Alors j'imagine que la crise sanitaire, le Covid, le confinement n'a pas dû améliorer les choses dans ce domaine? Non, pas du tout, au contraire. D'abord, il y a eu plus de morts. Ensuite, effectivement, les gens se sont de nouveau encore plus isolés et font moins appel à nous, quoi. Par contre, effectivement, le confinement a suscité une vague de bénévolat. On a de plus en plus de jeunes bénévoles, étudiants ou jeunes travailleurs comme Barbara qui nous ont rejoints. Et ça, c'est très positif. Voilà. Justement, Barbara, qu'est-ce qui vous a incité à donner du temps pour cette cause? Alors moi, c'est quand je suis arrivée à Grenoble, je connaissais personne. Et du coup, c'est cette association je sollicitais des associations pour m'investir et rencontrer du monde. Et donc, c'est les petits frères qui m'ont répondu en disant on a besoin de toi, mais c'est pour rendre visite à des personnes isolées. Et donc, il y a plusieurs propositions dans cette association. C'est soit participer à des repas partagés, soit partir en vacances, faire des excursions avec eux, et aussi accompagner à domicile des personnes. Et l'accompagnement, c'est vraiment... c'est le message des petits frères, c'est des fleurs avant le pain, c'est-à-dire on n'est pas là pour faire le travail des aides à domicile, on est vraiment là pour eux, pour passer du bon temps. Donc des fois, on va discuter, des fois, c'est juste on va écouter de la musique ensemble, on va aller au musée. C'est juste avoir une personne avec qui partager un moment. Ah, il y a un véritable échange qui se crée, c'est pas un service à la personne. Pas du tout, pas du tout. Et puis en fait, ça se crée petit à petit parce qu'on est deux personnes, donc on se connaît pas et on s'apprivoise petit à petit. Ça fonctionne comment, le travail des bénévoles, Gilles? Il y a des plannings, j'imagine que ça s'organise un petit peu. Ça s'organise, mais après c'est assez libre parce que pour suivre les personnes à domicile, on s'entend avec la personne d'y aller une fois tous les 10 jours, souvent on est deux, et on se relaye une semaine sur deux. On s'organise, donc c'est assez souple, c'est-à-dire que si c'est une étudiante, elle va plutôt venir le soir, pas pendant les études. Moi je peux venir plutôt à midi, donc c'est assez souple. C'est même très souple. Et c'est ça qui est intéressant pour des bénévoles. Ils peuvent s'adapter à ce qu'on propose, effectivement. Vous allez voir toujours les mêmes personnes, Barbara? Comment ça se passe? Oui, c'est ça. On essaye d'avoir
une relation sur la durée. Et donc, si on choisit l'accompagnement, on va avoir souvent 2 personnes attitrées qu'on rencontre voilà, toutes les 2 semaines, de temps en temps. Et puis, et c'est comme ça que la relation se crée aussi. Vous faites ça depuis combien de temps à Grenoble? Depuis 5-6 ans. Ah oui, quand même. Mm. Donc ça vous apporte aussi, vous, j'imagine, quelque chose? Oui, complètement, parce que moi, c'est mon point de vue, c'est comme c'est des personnes isolées, elles ont un tout autre regard sur une vie active et donc aussi un regard critique, et donc il y a tout un échange, bref, ça fait du bien. Voilà. La confrontation de générations, c'est toujours enrichissant. Aussi, ouais. De toute façon, paradoxalement, Gilles, vous disiez que vous faisiez un appel pour développer l'association. C'est pas tant les bénévoles comme Barbara qui vous manquent, mais plutôt des bénéficiaires. Alors que on sait qu'il y en a de plus en plus, parce qu'il y en a de plus en plus de personnes isolées, et ils osent au moins faire appel à nous. Ça peut être, on ne va pas les voir comme ça. Il faut que ça soit il y a une demande, bien sûr. Oui, ça vient d'eux d'abord. Il n'y a pas d'intrusion, ça vient d'eux ou d'un approche, et après on contacte la personne, on va la voir, on évalue sa situation, on voit si elle est vraiment isolée, si elle a besoin de nous ou pas. C'est pas toujours le cas, hein. Et on fait une évaluation très très précise de la personne. Et voilà. Mais on a moins, donc on appelle un peu les médecins, les travailleurs sociaux, les aides à domicile, les voisins qui voient une personne qui est isolée, qui peuvent pas la voir, donc ou qui sont pas qui n'ont pas le loisir de la voir, pour nous faire appel à nous. C'est vraiment important, parce que les gens n'osent pas faire le premier pas quelquefois. Les personnes âgées elles-mêmes n'osent pas faire le premier pas. Bon, quand on est isolé, on regarde parfois souvent la télévision, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Donc si des personnes isolées sur la région grenobloise nous regardent, on peut contacter l'association. Alors il y a un site internet, mais toutes les personnes âgées n'ont pas forcément accès à Internet. Il y a un téléphone, bien sûr, où on peut nous joindre sans problème à tout moment. Voilà. Petit frère des pauvres. Et on a un local qui est rue Marcel Berthaud, en face de Feu le lycée Mounier, enfin, qui est en ruine maintenant. Ah, il est en train d'être reconstruit. Oui, mais un grand local qui est très visible à la station de tram Mounier. C'est facile à joindre, et on est là pour les accueillir. Il y a beaucoup de jeunes, Barbara, dans cette structure, ou vous êtes un peu l'exception? Non, c'est assez partagé. Et oui, la moitié des bénévoles sont des jeunes, ouais. On s'attache, j'imagine, quand on fait ça depuis plusieurs années, qu'on va voir toujours les mêmes personnes. Il y a forcément un lien qui se crée. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que ça se fait petit à petit. Et puis, mais oui, il y a ce lien qui se crée, et on s'échange des nouvelles. Et non, mais ça fait des nouvelles, un nouvel entourage. On apprend beaucoup de... Moi, j'ai suivi pendant 4 ans un chibaniste, c'est-à-dire un travailleur tunisien qui prenait sa retraite en France, dans un foyer à Doma. Et il est décédé malheureusement cet été. Ça m'a vraiment fait un coup. Ça fait 4 ans qu'on se voyait. On ne se parlait pas beaucoup. Il ne parlait pas bien français. Il avait travaillé 50 ans en France. Il ne parlait pas bien français. Mais il était content. On allait manger un couscous ensemble. On prenait un café. Il était content de nous voir. Et on s'attache vraiment. Et puis ils nous apprennent beaucoup de choses. C'est pas nous on leur apporte des choses, mais ils nous apportent beaucoup de choses. C'est ça qui est important. Et puis vous allez jusqu'au bout de l'accompagnement, jusqu'au décès de ces personnes, hein, qui, comme ça, évitent peut-être parfois d'avoir des sépultures où personne n'est à leur côté. On est toujours présent à chaque fois qu'il y a malheureusement un enterrement, un décès, un enterrement, et on est présent, sauf quand, dans le cas de mon Chibani, j'étais au lever du corps, mais le consulat a ramené son corps en Tunisie, ce qui était une bonne auprès de sa famille. Voilà. Barbara, ça j'imagine c'est un moment plus compliqué, mais qui est inéluctable dans ce type de bénévolat. Donc moi, je n'ai pas encore vécu ce moment-là avec les personnes que j'accompagne. Mais effectivement, il y a aussi toute la vie de l'association. Donc on reçoit les nouvelles des personnes qui décèdent au fur et à mesure. Et effectivement, on en a reçu beaucoup ces derniers temps. Voilà. Voilà, si vous voulez... adhérer à l'association en tant que bénévole comme Barbara et Gilles, ou alors bénéficier de ces visites, de ce lien social que vous essayez de faire perdurer pour tous, vous contactez Petit Frère des Pauvres ici à Grenoble, et vous aurez une écoute attentive. Merci à tous les deux. On va tourner une page d'histoire maintenant. Visite guidée avec Daniel Dailly, ancien professeur d'histoire de l'art. Daniel,
passionné par l'histoire de notre territoire. Vous venez de sortir un livre, La Tour d'Ars, au Moyen-Âge, évidemment, parce que c'est une vieille tour qui date du Moyen-Âge, qui est encore debout aujourd'hui. Elle veille sur la vallée du Grésivaudan. Pourquoi un livre dédié à cet édifice ? Tour d'Ars, eh bien parce qu'au cours des nombreuses visites qui ont lieu, par exemple au moment des Journées du patrimoine, le public est friand de savoir ce qu'il y avait dans ce lieu, et j'étais là pour répondre avec mes petits camarades de l'association de la Tour d'Ars. Et beaucoup me posent des questions sur qu'est-ce qu'il y avait, est-ce que c'est un château fort, qu'est-ce qu'il y avait, comment on vivait là-dedans, à quoi ça servait, etc. Et bon, donc d'abord j'ai voulu replacer la tour dans son contexte géographique, parce qu'au Moyen-Âge il y avait 70 tours comme celle-ci dans le Grésivaudan, entre Grenoble et Chambéry, donc aussi bien sur les deux versants de la vallée. Et il en reste encore beaucoup aujourd'hui. Et d'ailleurs, chaque commune a ses associations qui préservent, qui animent des journées comme celle du patrimoine, mais aussi des fêtes médiévales. Nous avions même à Saint-Imier organisé une sorte une réception avec des vins comme on les faisait au Moyen-Âge. Oui, l'hypocras, le clairet. Et bien sûr, les gens veulent savoir comment on vivait au Moyen-Âge. Et donc, ce n'est pas un livre sur la Tour d'Ars, parce qu'on a déjà beaucoup écrit sur la Tour d'Ars. En particulier, la famille, les derniers propriétaires de la tour ont fait des recherches et ont déjà écrit sur la Tour d'Ars. Donc, je ne vais pas écrire encore un livre sur la Tour d'Ars, mais je replace la Tour d'Ars dans son contexte de l'histoire et de la géographie. Alors, tout le monde ne la connaît pas aussi bien que vous, cette tour. Elle se trouve où ? Vous l'avez dit à Saint-Imier. Elle se trouve à 585 mètres d'altitude, au-dessus de la commune, qui, elle, est à 300 mètres. Donc, et la vallée est à 200 mètres. Donc, si vous aimez grimper, vous pouvez y aller à pied. C'est une très belle promenade, d'ailleurs. On la voit là, émerger ici, de la forêt au pied des falaises du Saint-Hénard. Du Saint-Hénard, absolument. Alors, elle est au-dessus du village, mais complètement isolée dans la nature. Elle est isolée, mais justement, elle n'était pas isolée. Les fouilles, il ne faut pas parler de fouilles, mais les recherches ont montré qu'autour de la Tour d'Ars, il y avait autre chose. Il y avait des constructions, donc un hameau, peut-être ce fameux hameau qui s'appelait Arcis, et dont on a trouvé des traces dans des archives, et qui produisait du vin. Parce qu'au Moyen-Âge, il n'y avait pas autant de forêts. Quand on imagine la vallée aujourd'hui, on voit beaucoup de forêts jusqu'aux rochers et même côté Beldon, et il n'y avait pas autant de forêts. Les pentes étaient très, très cultivées, habitées. Il y avait des villages partout et de la vigne montée jusqu'au pied de la falaise. Et qui habitait alors dans cette tour ? C'était des soldats pour défendre le territoire ou... Alors, bon, étant donné sa physionomie, bien sûr, étant donné sa physionomie, il y avait obligatoirement une fonction défensive, des hauts murs, parce que là, elle fait une vingtaine de mètres de haut, mais elle était encore, elle fait 7,70 mètres de côté. C'est pas très grand à l'intérieur, 25 mètres carrés, c'est pas très grand, mais donc évidemment, au départ, il y avait une fonction défensive. Mais et là j'insiste là-dessus dans le livre, il y a une différence entre château et maison forte. Le château, c'est un lieu de pouvoir, c'est-à-dire un pouvoir qu'on exerce de façon l'administration, la justice, certains princes frappaient monnaie. Donc, alors que la maison forte, c'est un lieu d'habitation d'une famille de petite ou moyenne noblesse qui est là
entouré de villages et de cultures qui nourrissent le village et la famille. Vous voyez, c'est un petit peu différent. Il ne faut pas imaginer. Bien sûr, il y avait des chevaux, puisqu'on se déplaçait à cheval, mais il n'y avait pas d'armée qui surveillait la vallée. Hein. Vous l'avez dit, elle n'est pas toute seule dans la vallée du Grésivaudan. Vous disiez plus de 70 édifices. Il y en avait 70. Elles étaient bien répertoriées parce que lorsque le dauphin Humbert II a cédé ses terres au roi de France, c'est pour ça d'ailleurs que le fils aîné du roi de France s'appelle le dauphin, parce qu'il a reçu la terre du Dauphiné. Eh bien, il a fait une enquête, le dauphin a fait une enquête pour savoir l'état de ses possessions. Et donc, on sait exactement ce qu'il y avait, quelles étaient la longueur des murailles, le nombre d'habitants, ce qu'on appelait les feux, les foyers dans chaque village. Et donc, on sait qu'il y avait 70 maisons fortes dans le Grésivaudan. Là, on en a vu deux. On a vu la tour de Montfalais à Laval et puis le château de Montfort au-dessus de Crolles, qui est peut-être pas dans le même registre. Alors, c'est un château. Donc là, c'était plutôt défensif. Non, c'était un château, c'était un lieu de pouvoir, c'était la résidence d'un prince. La tour d'Ars dépendait du château de Montbonneau. C'est à Montbonneau qui était le lieu de pouvoir. Alors, vous évoquiez les fouilles que votre association a entrepris, même si le terme est un petit peu exagéré. On ne doit pas faire de fouilles. Vous avez dû retrouver certains éléments, et notamment une clé presque d'époque, j'ai envie de dire. Oui. Un jour, quelqu'un a trouvé une clé, effectivement. Donc, voilà, elle est là. Et elle ouvrait la porte. Elle ouvrait une porte, oui. On n'en sait pas plus parce que c'est très, très rare. Vous savez, cette tour a été un lieu de promenade, mais un lieu de découverte, un lieu de jeu pour tous les enfants depuis longtemps. Donc, ils allaient jouer au Moyen-Âge là-haut. Et puis, bien sûr, il y avait aussi des pilleurs de pierres qui allaient... peut-être pour embellir leur jardin, ramasser quelques pierres taillées. Donc, c'est un endroit qui a été détérioré par la nature, mais aussi par les gens qui venaient gratouiller. Et maintenant, il n'y a pas de bois. On a retrouvé... tout a disparu sur ce qui pouvait être enlevé. Des briques, mais pas de bois. Et puis, donc, j'insiste sur le fait, puisque vous parliez tout à l'heure de travaux de restauration, nous sommes managés par les services culturels de la région et du département. L'archéologie du département et qui mène parallèlement des recherches à la fois dans les archives et sur le terrain ici. Vous espérez la restaurer jusqu'où, lui redonner sa Alors restaurer est un bien grand mot parce qu'actuellement des travaux sont menés pour sécuriser. Parce que comme c'est un lieu de promenade, il y a beaucoup d'enfants, ça peut être dangereux. Donc là, on sécurise pour pouvoir accueillir le public dans les meilleures conditions possibles. La commune de Saint-Imier, qui est maintenant propriétaire de la tour, puisque la dernière famille qui possédait la tour avait dans un premier temps signé un bail emphytéotique, et maintenant, depuis l'an dernier, a cédé la pleine propriété donc, de la tour à la commune de Saint-Imier, qui, bien sûr, aussi subventionne une partie des travaux. Bon, vous le disiez, c'est un lieu de promenade. On peut y aller en 10 minutes à pied. 20 minutes. 20 minutes, 10 minutes en marchant un peu vite depuis les parkings. D'où vous partez. Depuis les parkings au sommet de la commune. C'est aussi un lieu de passage de chemin de randonnée qui vont un peu plus haut dans la montagne, vers les falaises du Saint-Hénard. Et puis c'est un lieu de fête où vous essayez de faire revivre voilà.
la tradition du Moyen-Âge? Oui, oui, oui. Alors, il peut y avoir des concerts, il peut y avoir des pièces de théâtre, il peut y avoir des animations, beaucoup pour les enfants. Et d'ailleurs, à propos des enfants, puisque c'est un peu beaucoup pour les enfants que j'ai écrit ce livre, donc j'ai fait des dessins, parce que vous savez, les enfants, si vous voulez qu'ils lisent, il faut qu'il y ait des dessins. Eh oui, malheureusement. Donc, voilà. Donc, des dessins qui... on essaye de raconter qu'est-ce qu'on mange, comment on se soigne au Moyen-Âge, qu'est-ce qu'on joue comme musique, est-ce qu'on danse, est-ce qu'on a des animaux de compagnie, enfin tout ce qui peut intéresser les enfants. Près de 130 pages très bien illustrées, effectivement, de photos, de dessins, de textes assez courts qui permettent justement à tout le monde de se plonger dans l'histoire de cette tour d'Ars et puis plus largement l'histoire de ce territoire du Dauphiné que beaucoup connaissent. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion autour de la table d'aller se promener sur les hauteurs de Saint-Imier vers la tour d'Ars. Ouais. Oui, en montant sur les falaises en haut, il y a un chemin qui passe. Ah oui, il passe juste devant. Normalement, on n'a pas le droit de rentrer dans l'enceinte de la tour pour l'instant. Mais une fois que les travaux de sécurisation seront faits... Oui. Bon, je ne le dis pas, mais moi, ça m'est déjà arrivé de passer au-dessus de la barrière. Mais bon, vous n'avez rien entendu. Il faut respecter effectivement le site, mais on a un point de vue en plus assez incroyable sur les massifs de Beldon. En face, c'est pas votre premier livre, Daniel. J'ai dit vous êtes passionné de l'histoire locale. Vous aviez consacré, puisque vous êtes habitante de Saint-Imier, on l'a compris, un autre livre sur les anciens, les vieux. Co-écrit avec Simone Desrousseaux. Nous étions deux et là. Et celui-là, alors consacré à Louise Morel, oui. Qui est une peintre. En fait, c'est consacré au musée, à la maison de Louise Morel, qui était un musée du vivant de son fils et qui n'est plus un musée parce que le fils est mort et tout a été vendu, tout est parti. Qui était une peintre aussi de la donc région. Ça, c'est la visite de la maison. Dans un livre. Il se passe beaucoup de choses à Saint-Imier et grâce à vous, il en reste des traces. On peut le trouver où, le dernier livre sur la tour d'Ars? Comme les autres, au tabac presse de Saint-Imier. Comme ça, c'est l'occasion d'aller chercher le livre et d'aller voir la tour. Oui, et sinon, grâce à la communauté de communes du Grésivaudan, dans toutes les bibliothèques des communes du Grésivaudan. À côté de vous, on a un passionné de cinéma. C'est un bon site de tournage, une tour comme celle-là, un peu à l'abandon, avec des mystères tout autour. Oui, carrément, oui. Bon, ce ne serait pas la premier château isérois à rentrer sur grand écran. Je ne sais pas si vous connaissez, Daniel, le château de Bressieux, dans le nord du département, qui est un lieu aussi qui a souffert du temps. Il reste quelques tours encore debout. Si je vous en parle de ce château, c'est qu'il a inspiré Alexandre Astier, le réalisateur de Kaamelott, pour le film qui est sorti il y a quelques mois au cinéma. Et ce château-là fait partie du casting de Kaamelott. Alors, ceux qui ont vu le film l'ont peut-être pas forcément identifié comme ça. Regardez cette petite séquence, voilà. Il est là derrière le château de Bressieux. Donc ils sont venus en Isère tourner une séquence. On a l'impression qu'il est complet quand on voit comme ça un plan de cinéma. Effectivement, ils ont arrêté le plan pile au moment où le château tombait en ruine. C'est la magie du cinéma. Voilà, c'est la magie du cinéma. Et puis ça nous fait une belle transition pour la rubrique suivante. On va découvrir une association grenobloise plutôt originale avec donc Pablo Deini qui est l'un des membres fondateurs de cette association. Oui. Kino Grenoble, ça s'appelle Kino avec un K, une association qui depuis 2 ans lance des défis à tous les amateurs de cinéma, de court-métrage. C'est ça, en fait, tous les mois on lance un défi et qui veut à 30 jours pour faire un film de 3 minutes maximum sur un thème donné. Et du moment que le thème est un minimum respecté, on n'est pas embêtant là-dessus, mais surtout que les 3 minutes sont respectées et la deadline, parce qu'il y a une deadline, du moment que ces conditions sont respectées, le film est projeté à une soirée de projection. Et ça, c'est peu importe la qualité du film, peu importe l'expérience qu'on a, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et voilà, on a autant des gens qui maîtrisent très bien le cinéma et qui viennent là pour pratiquer et s'entraîner,
que des personnes qui font leur premier film et qui se lancent. Voilà. Donc c'est même ouvert à des gens qui n'y connaissent rien. Qui prennent le défi pour une première expérience. C'est né pendant le confinement, ça, cette envie, cette idée? Alors, ce qu'il faut savoir, le mouvement Kino, c'est un mouvement qui existe dans le monde entier et qui vient de Montréal à la base. Ça a été créé en 99, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est un mouvement qui est assez ancien. Et après, qui veut peut créer le kino dans sa ville. Voilà, donc il y en a un peu partout en France, il y en a un peu partout dans le monde. Et nous, on l'a lancé en février 2020. L'idée, c'est pas à cause du confinement qu'on l'a lancé. Bien, voilà. Non, c'est juste on l'a lancé et en fait on s'est payé le confinement en face. Voilà. Et du coup, on a continué à faire ça en soirée live sur YouTube. Après, nous, c'était pas le but premier. Hein. Le but premier, c'est de favoriser la création, mais c'est aussi de créer une communauté sur Grenoble. Et des rencontres. Donc, au moins, le mouvement a pu vivre et a pu continuer. Et nous, on a été super heureux de voir que même pendant le confinement, il y avait quand même des gens qui faisaient des films. Je pense que ça a offert une occupation à pas mal de gens. Mais voilà, l'idée, c'est de se rencontrer tous les mois. Maintenant, les soirées, elles sont en physique. Et l'idée, c'est on regarde les films ensemble, mais après, on discute, on échange, on se donne des conseils. On se rencontre pour faire le prochain défi. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de faire vivre la communauté du cinéma à Grenoble. Ouais. Alors vous l'avez dit, la contrainte, c'est 3 minutes. Après, toutes les formes sont acceptées. Là, on voit quelques extraits des films qui ont pu être proposés lors des précédents défis. Là, on voit un film d'animation, par exemple, un film en costume d'époque. Ouais. C'est pas le Moyen-Âge, mais pas loin. Sur ces images, il peut y avoir des films d'action. Il y a même quelques effets spéciaux dans certains courts-métrages. Ouais, on a vraiment de tout. Il n'y a aucune contrainte. On a même eu un documentaire il y a quelques temps sur le karaté. Voilà. Donc on a vraiment de tout, il n'y a aucune contrainte. Nous, on veut vraiment laisser les gens libres de leur création. On veut vraiment créer un espace bienveillant et libre pour créer. Après, voilà. C'est ça, les effets spéciaux, regardez. Oui, ça c'était un film de super-héros. Forcément, les super-héros, ils ont toujours des super pouvoirs. Le choix des thèmes, puisque chaque mois, il y a un thème différent qui dirige un peu ceux qui participent au défi. Comment vous les choisissez, ces thèmes? À l'heure actuelle, on est 3 dans l'équipe. Il y a un des fondateurs, Patrick Denis, qui est parti au bout d'un moment et on a été rejoint par Léa Krigère. Puis il y a Baptiste aussi Caron dans l'équipe, on est 3. Et en fait, c'est simple, à chaque fois, on propose un mot chacun qu'on choisit. Donc, on a ce petit privilège. Et ensuite, on demande au public de voter pour leur thème préféré parmi les 3. Donc là, par exemple, la prochaine soirée, c'est mardi. Ce mardi, on va proposer 3 mots et puis le public va voter. Et le prochain défi est immédiatement lancé. Donc il n'y a jamais de pause en fait. D'accord, il y a 30 jours derrière pour produire... Pour lancer un film, il y a une deadline et après, quelques jours après, il y a la soirée de projection et on relance un nouveau défi. Et donc ça ne s'arrête jamais. Bon, Tour d'Ars, vous pouvez peut-être proposer Tour d'Ars. Ouais, peut-être je proposerai ça comme thème. Ça peut créer des vocations. Plus de 120 films qui ont été réalisés depuis le début de ce défi à Grenoble. Depuis 2 ans, en fait, le premier défi, c'était mars. On a lancé en février et donc la première projection, c'était en mars 2020. Donc ça fait 2 ans, en fait, nos 2 ans là. Et il y a plus de 120 films qui ont été faits. Alors 120 films de 3 minutes. Je ne sais pas s'il y a des mathématiciens sur ce plateau. Ça fait combien à peu près? Je n'ai pas compté, sachant qu'ils ne font pas tous 3 minutes en plus. Donc, allez, moi j'ai compté. Ça fait en gros 6 heures de production. J'ai une bonne nouvelle. On va vous les passer en intégralité. Bon, allez, je blague, effectivement. C'est un petit peu long à faire passer, mais j'en ai choisi 2 dans la sélection. Alors, j'avais des critères un peu particuliers. Il ne fallait pas que ce soit trop long, parce que sinon, on allait dépasser les limites de si on parlait. Le premier, vous allez voir, c'est une pub un brin décalée. Oh, vous me reconnaissez? C'est moi, le champignon. Je m'incruste sous vos ongles et je m'installe. Des ongles jaunis à gerber, des pleurotes sur les pieds. Pour recevoir notre brochure conseil, appelez le 3213 et dites à Vegas. Produit sans huile de palme, sans parabènes, sans bisphénol A, sans résidus de sensibilité des plus fragiles, mais c'est trop tard, vous l'avez vu. Et bon appétit. Je sais même plus ce que c'était le thème sur ce film. C'était pas champignon, c'était pieds. Ah voilà, c'est ça, voilà. Oui. Le thème de cette série, c'était pieds. Et j'en ai un deuxième, dans un autre style. Le thème, c'était fantôme. Maman, mais qu'est-ce que tu fais encore debout, toi? Il y a un fantôme dans ma chambre. Il n'y a pas de fantôme dans ta chambre, ma puce. Si. Non, c'est pas possible. Mais si. Non, c'est pas possible, je te dis. C'est pas la saison.
Ici, des fantômes, il y en a qu'à la fin du printemps. Oui, mais là, il y en a un. Et sûrement qu'il n'est pas d'ici alors. Mais comment il serait venu jusque-là? En avion? Oui. Eh ben non. Parce que c'est pas autorisé les fantômes dans les avions. Ils font plus de 100 millilitres. Il est arrivé en bateau en fait. D'accord. Mais attends, mais il est arrivé où? Au port de Marseille? Oui. Mais comment il a fait après? Parce qu'on est quand même vachement loin de Marseille. Eh ben, il a pris le train. D'accord. Et une fois arrivé à la gare, il s'est dit qu'il allait venir à pied jusque dans ta chambre. Oui, voilà. Mais dis-moi, t'as réussi à le voir, ce fantôme? Sans lunettes à vision fantomiale? Quoi? Je vais te chercher ses lunettes. Non, bah ici, il n'y en a pas. S'il y a un fantôme dans ta chambre, tu pourras les voir grâce à ces lunettes. Parce qu'elles détectent la fantomine. C'est la protéine que synthétisent les fantômes. Vas-y, va vérifier. Il est toujours dans ma chambre, je l'ai vu dans les lunettes. Non, c'est impossible. Si. Écoute-moi bien. Il n'y a pas de fantôme dans ta chambre. Parce que ta moquette est équipée d'une membrane de protoxyde d'astate qui fait que quand un fantôme marche dessus, il se brûle les pieds. Oui, mais lui, il a des bottes. T'en as pas un peu marre d'inventer des histoires là tout le temps? Je sais vraiment pas où tu vas chercher tout ça. Voilà, c'est signé Camille Charavet, qui est dans une des grenobloises qui participent à vos défis. Alors les 120, effectivement, on ne va pas les regarder dans cette émission, mais ils sont tous accessibles sur le site de l'association. Oui, quasiment tous. Il y a certaines personnes qui préfèrent soit les mettre sur leur propre site ou parfois qui ne souhaitent pas qu'ils soient diffusés. Donc à ce moment-là, ils sont diffusés qu'à la soirée de projection. Mais il y en a très peu, donc ils sont quasiment tous le but quand on rentre sur un défi comme ça, c'est de le faire partager, j'imagine. Parfois, ça arrive aussi quand des personnes souhaitent proposer leur film à un festival. Aussi, ça peut arriver. Parfois, les festivals demandent l'exclusivité. Donc à ce moment-là, ils n'ont pas le droit de le mettre sur Internet tant que le film n'est pas diffusé au festival. Ouais, parce que vous le disiez, il y a à la fois des amateurs, mais il y a aussi des gens qui sont un peu plus aguerris dans le métier. Ouais, on a des passionnés qui font vraiment des choses, on va dire, un peu plus poussées d'un point de vue technique. Et on a même des gens qui ont leur boîte de production aussi, et voilà, et qui participent au kino pour le plaisir de faire de la fiction. Voilà, donc il y a vraiment de tout. Vous mettez dans quelle catégorie, vous, Pablo? Moi, je suis juste un... Vous jouez de temps en temps. De temps en temps, j'ai vu certains films dans lesquels vous étiez à la manœuvre. Je joue, je réalise, j'écris des scénarios, mais moi, je suis juste un passionné. Je vis pas de ça. Voilà. Bon, Kino Grenoble, site internet, c'est avec un K. C'est une initiative plutôt sympa à suivre. On verra les défis des mois prochains. Et puis, s'il y a des petits clips comme ça sympas qui rentrent dans le timing, je ferai un petit suivi régulièrement dans cette émission. Super. Et il y a la soirée mardi, du coup. Voilà. La soirée. Si on la rate, il y en a une le mois prochain, donc c'est pratique. Il y en a tous les mois, voilà. Tous les mois. Très bien. Il nous reste quelques minutes pour la dernière rubrique de l'émission. Le temps additionnel qui va nous permettre de faire un petit tour de table avec les bons plans de nos invités. Gilles et Barbara me les ont donnés juste avant le début de l'émission, donc je ne sais pas si en régie ils ont eu le temps de charger les images. Mais on va commencer avec Daniel et on va rester, je crois, avec votre bon plan dans les vieilles pierres et le patrimoine local. Oui, j'ai choisi le musée dauphinois, qui m'a accompagnée assez longtemps puisque j'ai fait mes études à l'Institut de géographie alpine. Donc, je voyais de l'Institut les toits du musée dauphinois, qui était déjà le musée dauphinois, ce qui prouve que je faisais mes études après 1968. Et c'est un lieu... Alors, j'aime d'abord le bâtiment. Et on le voit là, très beau, un ancien couvent. Le bâtiment avec... il reflète bien le XVIIe siècle et... sa situation au-dessus de Grenoble, c'est très beau. Et puis, bien sûr, toutes les expositions, c'est très, très intéressant. J'ai envie de dire que même s'il est du XVIIe siècle, il a mieux vieilli aujourd'hui que l'Institut de géographie alpine où vous avez fait vos études. Hein. Je ne voulais pas le dire, mais je le dis pour moi. Il suffit de regarder. Quand vous êtes sur les quais de l'Isère, vous regardez, on a le musée dauphinois et au-dessus, il y a une grosse verrue, toute taguée et toute cassée. C'est l'Institut de géographie alpine qui est à l'abandon, je crois, au moins depuis une dizaine
dizaine d'années. Gilles, vous qui avez travaillé à la ville de Grenoble pendant longtemps, j'imagine que vous connaissez un peu le dossier. Oui, tout à fait. Au moins 12 ans qu'elle est en friche. Voilà, bon, c'est effectivement dommage sur ce site, mais le musée dauphinois est un bon plan qu'on recommande également, parce qu'on reçoit régulièrement des expos sur cette émission. Il y avait Olivier Cogne, le directeur du musée, qui était là encore il y a quelques semaines pour nous parler de l'expo vélo qui est à voir actuellement au musée dauphinois. Puis il y aura bientôt une expo sur la ganterie, sur les gants de Grenoble. Puis on peut y monter à pied et l'escalier est très agréable. Pablo, un petit bon plan boulot, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Je voulais parler de Coworking Grenoble, qui est un espace de travail partagé. Moi, c'est là où je travaille à titre perso sur mon activité professionnelle. Et du coup, c'est un espace où on trouve des personnes en freelance, des indépendants, mais aussi des salariés. Alors, parfois, il y a des équipes entières. Parfois, c'est des salariés isolés. Leur entreprise est loin, donc ils viennent là. Et c'est un lieu où on peut venir pour travailler, on va dire, sur son projet, mais pas tout seul. Et trouver une communauté qui peut nous aider, nous donner des conseils. On peut s'entraider. On mange ensemble le midi. Il y a plein d'événements. Voilà, et c'est le lieu qui accueille nos soirées kino. Voilà. Mais il n'y a pas que ça, il y a des événements professionnels, il y a aussi il y a des événements artistiques, il y a tout un tas de choses qui se passent. Il y a des apéros aussi. Et donc, voilà, moi, j'invite ceux qui travaillent tout seuls à venir tester. Et en plus, ils offrent la première journée. Donc, voilà. Donc, c'est une autre façon de lutter contre l'isolement professionnel. Oui, c'est ça. C'est un très, très chouette lieu. Grenoble, lieu de coworking et qui accueille donc les soirées kino. On a juste le temps de faire un petit clin d'œil. Je crois que vous avez envie de mettre en avant aussi un de vos copains, de vos compatriotes peut-être. J'ai un ami qui est libanais comme moi et qui fait des plats cuisinés sur les marchés de l'Estacade, les mercredis et les vendredis. Et il fait ce qu'on appelle des manaïches, qui sont des sortes de galettes libanaises qu'on trouve rarement dans les restaurants. Donc voilà, et ce qu'il fait, c'est délicieux. Donc les mercredis, les vendredis, je vous invite à venir goûter. C'est délicieux. Bon, j'ai pas d'image de lui, mais j'ai des images du marché de l'Estacade qui vaut à lui seul le déplacement. Donc ça fait deux bonnes raisons d'aller sous les rails du train près de la gare de Grenoble pour découvrir quelques spécialités culinaires et puis ces spécialités libanaises qui sont effectivement pas très courantes à Grenoble. Gilles, on va rester dans la gastronomie locale, j'ai envie de dire. Oui, moi je voudrais vous recommander un restaurant participatif et coopératif qui s'appelle Les Fringantes, qui est rue Hébert, à côté, créé par des gens qui ont mis un peu d'argent pour... voilà. Et c'est très sympathique parce qu'il y a souvent le soir des soirées, des expositions. Voilà, c'est Les Fringantes, rue Hébert. Et voilà, juste à côté du musée de la Résistance, on voit quelques images des cuisines de ce restaurant qui a ouvert il y a quelques mois, en tout cas sous cette appellation. Et puis on termine ce tour de table, on va reboucler la boucle avec un autre musée, Barbara. Oui, c'est une dernière découverte, c'était le musée de la houille blanche à Lancey, qui est un petit bijou dans Lancey et qui raconte un peu l'histoire de la papeterie, d'Aristide Bergès de Lancey. Il y a aussi un lien avec Alphonse Mucha. Bref, c'est un beau petit bijou de musée dans la région grenobloise. À la découvrir, on en voit là quelques images avec les anciennes usines, les anciennes papeteries, et puis le musée qui est maintenant dans la maison qu'habitait Aristide Bergès, à l'époque un des pionniers de la houille blanche, de l'hydroélectricité. Ce musée-là, comme le musée dauphinois, sont gratuits, d'ailleurs, tout au long de l'année, ils appartiennent au département, donc n'hésitez pas à en profiter. Et puis, je vous rappelle, la tour d'art signée Daniel Dailly pour connaître un peu plus ce qui se passait au Moyen-Âge près de chez nous. Merci à tous les quatre. On se retrouve très vite sur ce plateau pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trignat Résidence.